Je suis né dans un village, dans la campagne d'une petite commune, en rase campagne totale. Il n'y avait que mes grands-parents et ma mère. Mon père était militaire à ce moment-là, dans un lieu dit à Vurmigaccia, en Corse, commune de Val de Campoloro. C'était le 11 octobre 1929. C'est-à-dire avant-hier. Nous étions 5 garçons et 3 filles. 3 de mes frères sont décédés et nous restons donc 2 frères et 3 sœurs. Et mon père était dans les douanes et ma mère, avec cette bande d'enfants, était à la maison. Mais ma mère faisait tout. Elle ne se contentait pas de faire le ménage et la cuisine. Elle nous habillait de pied en cap, tous. Elle entretenait le petit élevage de poulets lapins et elle participait au bricolage dans le jardin. Parce que nous avions un jardin qui nous permettait de vivre en autarcie pour les légumes. Mon père a été fonctionnaire donc dans un petit village au bord de mer, à Solenzara, sur la côte est de la Corse. Et il était là en poste et nous avons occupé un appartement au premier étage d'une maison récente. Ce qui nous a permis, du fait qu'il était bien débrouillard, il s'est arrangé avec le mécanicien du coin pour percer le tuyau de la conduite d'eau qui longeait la route et il avait amené l'eau à la maison. Avoir un évier et l'eau à l'évier, c'était une fortune à mon époque. Voilà. Et nous avons vécu juste les années avant-guerre, la guerre et quelques années après dans ce village, c'est-à-dire environ des années 1935 jusqu'à 1947. Nous en sommes partis en 1947. Nous avions à droite une première pièce qui servait de salle à manger, salon et chambre. Une deuxième pièce qui était la chambre de mes parents. De l'autre côté, il y avait encore 2 pièces, dont l'une donnait sur une petite terrasse qui surplombait la route nationale Bastia-Bonifacio. Et c'était relativement confortable, vu l'époque, et nous y étions bien. Nous étions déjà au-dessus du lot, comme on disait à l'époque. Et à l'époque, quand dans une famille, le père de famille avait un revenu mensuel fixe, c'était le Pérou. Parce que sinon, on vivait surtout en autarcie. Le jardin, la pêche et la chasse. Et le petit élevage, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Mais en plus, j'ajoute que nous avions, dans les villages comme à Solenzara, nous avions, dans chaque famille, il y avait 1 ou 2 chèvres. Chez nous, il y en avait 3, dont j'étais responsable. J'allais les traire tous les matins. Je les sortais pour aller les attacher dans la nature pour qu'elles puissent brouter quelque chose autour d'elles, des feuillages par exemple. À midi, j'allais les changer de poste et le soir, je les ramenais dans un enclos que mon père avait obtenu gracieusement de la part des propriétaires de la région et où il avait semé un mélange de graines à maturité échelonnée, c'est-à-dire que la végétation n'arrivait pas tout à la fois, c'était échelonné, ce qui fait qu'il y avait de l'herbe, enfin de la matière verte pendant une bonne période, alors que si on avait eu une seule variété de fourrage, ça aurait été différent, bien entendu. Je suis allé à l'école dans le village jusqu'au certificat d'études que j'ai obtenu. Je n'avais pas 12 ans. Mais comme c'était la guerre a éclaté en 39, septembre 39, et j'ai eu 10 ans en octobre 39. Et le certificat d'études, bon, je l'ai obtenu, j'allais avoir 12 ans. Et de 12 à 15 ans, je suis resté à la maison parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire autrement sur place. Et j'ai perdu 3 ans. Parce que pendant 3 ans, je ne suis plus allé à l'école. Je m'occupais du jardin,
du petit élevage de mes chèvres, mais c'était utile à la maison. Et à 15 ans, convaincu par l'instituteur, mon père a accepté de m'envoyer dans mon bourg de naissance, Cervioni, où il y avait ce que l'on appelait à l'époque un cours complémentaire qui emmenait les élèves jusqu'au brevet élémentaire et éventuellement, pour ceux qui en avaient la taille, au concours d'entrée à l'école normale d'instituteur. Je suis donc allé chez ma grand-mère pour y passer les 3 ans qui m'ont permis d'accéder au BE et au concours d'entrée à l'école normale. Il faut dire que pendant la guerre, la Corse a été totalement isolée par rapport à la métropole. Plus aucun bateau n'a fonctionné pendant la guerre. Et comme elle était dépendante sur tous les points, à tout point de vue de la métropole, il a fallu vivre en autarcie absolument. Ce qui fait que les hommes un peu courageux, dont mon père faisait partie, et ils ont défriché des pans de collines pour y semer du blé de façon à avoir un minimum de pain, qui était rationné bien entendu, et on en avait très peu. Alors avec la production qui était la nôtre, on pouvait arriver à faire face. Alors, les jardins produisaient sur l'été surtout des haricots, des pommes de terre bien entendu, toutes les productions qui pouvaient être séchées et conservées. Au printemps, nous avions les pommes de terre, bien entendu, carottes, poireaux, etc. Mais il y avait surtout des petits pois et des fèves, et souvent des lentilles, qui arrivaient à maturité. On les utilisait frais, mais on en faisait sécher pas mal, qui servaient de provision pour la suite. Et c'est ainsi qu'on arrivait à boucler la boucle. Avec le petit élevage, le porc, 1 ou 2 porcs par famille, fournissait de la charcuterie pendant l'hiver. Et c'était un apport assez considérable que l'on ajoutait au gibier et aux poissons. Mais j'ai des souvenirs formidables au sujet. Par exemple, pour labourer, les charrues n'étaient pas conseillées sur les terrains qu'on venait de défricher parce que c'était brut. Et on avait des araires. Vous savez, les araires que l'on voit en dessin, à la plume, sur certains ouvrages anciens, c'était l'araire des serres à l'époque des seigneurs. Et bien, nous avions les mêmes, c'est-à-dire un engin en bois avec une pointe en métal solide, c'est tout. Elle était tenue par un manche ou quelquefois par 2 manches, par le laboureur qui avait en même temps les rênes des bœufs. Mais les bœufs n'étaient pas toujours dressés pour le travail à la campagne parce que avant-guerre, on ne les utilisait pas. Il a fallu les dresser. Alors pour ce faire, on leur mettait un appareil au niveau des narines et quand on tirait dessus, ça pinçait les narines et ça maîtrisait l'animal. Alors chacun d'eux avait... Il y en avait un qui était dressé, mais l'autre était tout jeune. C'était un bel animal noir. Je le revois, je le reconnaîtrais entre 1000. Et pourquoi? Parce qu'au bout de quelques jours, il semblait être adapté et fonctionner correctement. Décision a été prise de lui enlever ce système de maîtrise. Et au bout de quelques pas, il a essayé de m'enfourcher et je me suis senti soulevé parce qu'il m'a attrapé en bout de course, heureusement, juste sous la ceinture et m'a soulevé et je suis retombé sur mes fesses, bien heureux. Le père a vite tiré sur les rênes et vite, on lui a remis l'appareil. La nasette, comme nous disions. Heureusement qu'il était en bout de course lorsqu'il m'a touché. Sinon, il m'aurait étripé carrément. Une belle bête toute jeune. Ah. Ça, c'est un de mes souvenirs aussi. Parce que si je suis ici à 95 ans, j'ai échappé à bien des histoires de ce type. Nous, enfants,
à 12 ans, nous étions capables de braconner. Nous fabriquions des pièges, pas des pièges, des lacets, avec le crâne des queues de cheval. Eh oui, monsieur. Quand nous avions la chance d'avoir devant nous un cheval, on se faisait discret, on arrivait à prendre quelques brins de la queue, un coup sec, et on se sauvait avec une poignée, une petite pincée, dirons-nous, de crâne de cheval. Avec ça, nous fabriquions des lacets. C'est-à-dire un système difficile à décrire, que nous montions sur une tige en bois, et nous en disposions, nous les enfants, une vingtaine sur un sentier. Parce qu'à cette époque, il y avait des migrations de grives, de merles, de rouge-gorge, mais en quantité extraordinaire. Et il n'est pas rare qu'en rentrant, en les plaçant le matin et en revenant les visiter le soir, on en ramène 15 ou 20 à la maison. Je m'y retrouve, je m'y vois là. Hein. Et il y avait toujours du feu dans la cheminée, il n'y avait pas d'autre chauffage. Hein. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors tout était bien plus simple. On les plumait, on les mettait sur... mon père avait fabriqué une broche double. Ce qui fait que les oiseaux, ils étaient bien pris dessus, comme ça. Et on les passait directement sur la braise. Mais vous savez, quand ils sont en hiver, quand ils se sont bien nourris, ils ont l'arrière-train qui n'est qu'un coussinet de graisse. Et cette graisse fondait. Alors, on avait pris la précaution de mettre une assiette avec un peu de chapelure. On les arrosait, on les aspergeait, on mettait de la chapelure dessus qui se fixait sur la graisse et en même temps absorbait celle qui fondait encore. Ce qui fait que lorsqu'ils étaient cuits, nous avions la chance d'avoir conservé pas mal de cette matière grasse qui donnait de la saveur à l'ensemble. Et vous n'avez pas l'odeur, non hein? Non, moi oui. je me revois en train de faire griller les merles et les grives. Dans le village, beaucoup d'hommes, de jeunes, des moins jeunes, allaient pêcher. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur un rocher, parce qu'il y avait la partie plage et la partie rocheuse chez nous. Ils allaient dans la partie rocheuse et ils se mettaient là le matin avec les appâts, c'est-à-dire des vers de terre ou autres, et ils pêchaient à la ligne. C'était un roseau avec un bout flexible à l'extrémité duquel on mettait une tige relativement flexible de bambou. Et il y avait un fil qui pendait avec l'hameçon et ils passaient la journée comme ça. Moi, j'ai jamais pêché une seule fois comme ça, assis sur un rocher. Je pêchais autrement. Ah, comment? Je vais vous parler d'une séance de pêche à la truite. Lorsque ma plus jeune sœur est née, c'était en 1947, au mois de juillet, et nous avons quitté le village au mois de septembre. Mon père venait d'être nommé à Bastia. Il est venu à la maison pour la circonstance, puisque les fonctionnaires à l'époque avaient droit à 3 jours ouvrables pour se rendre auprès de leur femme quand elle avait un enfant. Mon père étant venu, la veille de son départ, il m'a dit, demain matin à 5 heures, tu iras à tel endroit, il y aura monsieur Antel, monsieur David, pour ne pas le nommer, qui t'attendra, et tu iras avec lui. J'étais dans ma 18e année. Le matin, à 5 heures, je suis allé, j'ai vu monsieur David qui m'attendait, avec sa casquette sur les yeux, comme il avait l'habitude. Il est monté sur son vélo et moi sur le mien, et nous sommes partis dans la direction nord. Au bout de 3-4 kilomètres, j'ai rompu le silence en me posant une question à M. David, en disant « Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, où est-ce que nous allons ?» Il a tourné la tête vers moi, m'a regardé de haut parce qu'il avait la visière qui bouchait son horizon. Il a tourné la tête dans la direction de la route et nous avons continué sans que j'aie eu de réponse.
Finalement, nous sommes arrivés à un embranchement perpendiculaire à cette route. C'était un embranchement carrossier, mais en terre battue. Je le connaissais bien, lui. Il longeait un ruisseau, le fleuve qu'on appelle le Travo. Par un petit chemin après, nous sommes entrés vers l'intérieur des bois. Nous avons laissé nos vélos et nous sommes partis à pied au bord du ruisseau. Nous sommes arrivés devant une belle flaque. Ici, dans le pays d'histoire, on appelle ça une lode. C'est-à-dire un trou d'eau assez grand qui peut mesurer 20-30 mètres de long. Il y a un gué à la sortie, comme il y en a un à l'arrivée. Alors je vois M. David poser le sac qu'il avait en bandoulière sur le dos et en sortir une corde. Il me dit, allez, à poil. J'ai dit, quoi? Alors, j'ai enlevé mon pull, j'étais en short, en pantalon court, parce qu'on ne savait pas ce qu'étaient les shorts à l'époque, c'était des pantalons courts que nous avions. Le terme est arrivé après la guerre. Alors j'ai enlevé mon pantalon, à poil je te dis, à poil, à poil, à poil. Allez, il me dit, traverse. Il m'a donné un morceau de ficelle attaché à la corde, un petit bout comme ça, attaché à la corde. Il dit, allez. Et je traversais à la nage jusqu'au bout. Elle était fraîche l'eau, hein, parce que l'eau des ruisseaux, quand elle coule, même en été, elle est fraîche. Je suis arrivé au bout, il me dit, tire. J'ai tiré la corde est venue vers moi. Il y avait un filet de pêcheur, à dimension restreinte, bien entendu, conforme au... Alors, il me dit, maintenant tu montes. Et lui aussi est monté de l'autre côté, et le filet traînait par terre. À un moment donné, il a commencé à jeter des cailloux dans l'eau. Il me dit, fais comme moi. Alors, et on sentait dans le filet, boum, 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 boum. On est remonté, il dit, ça va, doucement. Passe, monte sur les cailloux, là, et revient sur le gué d'en haut. Et on a tiré, on a ramené ça à terre. Il n'y en avait pas beaucoup. Une bonne vingtaine, peut-être 30, des truites saumonées, grandes comme ça. J'en aurai d'autres, mais je ne vais pas vous en citer beaucoup. Simplement, je me permets, à la Libération, les Allemands avaient fait sauter tous les ponts. Les Allemands avaient mis un chapelet de mines d'un côté et de l'autre du pont de la route nationale et le pont de la voie ferrée. Un bonhomme du village avait désamorcé chacune des mines et les avait entreposées devant sa porte, le long de la route nationale. Mais nous, les mines étaient désamorcées. On avait vite fait d'enlever le bouchon et de prendre la pâte qui était dedans. Et il n'y avait pas de godets sur nos bancs, mais nous avions des encriers. Mais les encriers, c'était très pratique, parce qu'on les bourrait de cette pâte-là. On les bouchait, avec un clou, on faisait un trou, et dans le trou, on mettait le détonateur avec un morceau de mèche. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On allait à la pêche. On s'en allait sur les parties rocheuses au sud du village, 4 ou 5. On se mettait en tenue d'Ève, et pas pourquoi mettre un maillot, on était entre nous, il n'y avait que nous là. On allumait la mèche, après l'avoir fondue en long comme ça, pour que la surface de poudre soit plus grande. On allumait une cigarette en toussant comme on pouvait. Et après avoir choisi l'endroit, bien entendu, on faisait ça et on envoyait la bain. Alors au début, on voyait des bulles bleues, puis tout d'un coup, boum! Et on voyait monter les poissons le ventre en l'air. Alors à ce moment-là, on se jetait à l'eau, on allait ramasser les poissons. Mais certains montaient, mais il y en avait beaucoup qui restaient au fond. Il fallait aller les chercher, 3-4 mètres, 5 mètres, on y allait. Alors quelquefois, on arrivait en bas, on arrivait à en prendre un, quelquefois 2. Et on recommençait. Quelquefois, on n'en prenait pas. Mais on faisait l'exercice pendant pas mal de temps. Ce qui fait que la natation, personne ne nous avait montré la technique de natation. Alors on nageait tous comme des crapauds.
C'était normal, j'avais pataugé dans l'eau depuis toujours, à la pêche à la dynamite.